Je m'emmerde à perdre environ 10 heures de ma vie pour chercher un sujet assez frais, écrire un script, enregistrer, puis je fais une centaine de vues. Tous les membres sont solidaires aussi, mais contre moi. Ça gâche un peu. Pendant ce temps, une de mes cousines fait une vidéo de 10 secondes sur son chien qui lui prend 5 minutes de préparation. Elle fait 1 million de vues. Government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Que ceux qui me font la leçon sur la pertinence du contenu aillent mourir. D'ailleurs, s'ils veulent, je peux les assister gratuitement pour passer de l'autre côté. Et globalement, vivement l'astéroïde, le caillou libérateur de nos souffrances, il n'arrive pas assez vite à mon goût. Plus sérieusement, je dois bien avouer avoir traîné la patte pour cette vidéo, déjà à cause de ce que je vous ai dit en intro, mais aussi parce que malheureusement, ça fait 2 saisons d'affilée de The Boys qui se mordent la queue sans discontinuer. Se mordre la queue. À ces mots, ceux qui écrivent les dialogues de The Boys se seraient esclaffés comme des baleines. C'est rigolo. En 2 épisodes, on a 2 scènes de personnes qui meurent en se faisant défoncer le fondement, nous donnant ainsi à voir des scènes assez traumatisantes qui laissent imaginer l'horreur que devait être la mort par empalement qui se faisait par le fondement bien souvent. Pour le compteur de gros mots, on en est à un nombre si astronomique que le site Swearmeter, oui ça existe, ce site qui évalue la vulgarité des films et des séries, donne à The Boys la note maximale de 10 sur 10 sur l'échelle de la vulgarité. Sauf que ce serait pas mal si les personnages avaient aussi des dialogues et pas une liste d'insultes à cocher. Cela permettrait de donner plus de place aux relations entre les personnages, au développement de leur psychologie, mais c'est justement ce que ceux qui réalisent The Boys veulent éviter, parce qu'ils n'ont plus aucune idée précise des évolutions durables à installer dans les relations entre leurs personnages ou de comment finir leur histoire. Sans doute qu'ils sont terrifiés par le risque de tuer la poule aux œufs d'or. J'aimerais quand même rappeler que Huggy se fait violer et qu'en substance, on lui oppose la réponse malheureusement très réaliste dans la vraie vie qui est « T'es un homme, fais pas ta fiotte ». Or j'ai malheureusement pu constater ce degré d'empathie dans la vraie vie à plusieurs occasions pour des faits similaires. Ça vous permet peut-être de mieux comprendre pourquoi je suis cynique. La vertu et la mort de son prochain défendus publiquement par tant de personnes ne sont souvent que des façades leur permettant de s'attirer les bonnes faveurs d'autrui et de se sentir mieux. Enfin, pour en revenir au pardon immérité accordé par Huggy à Stella, c'est également tristement réaliste. Nous les hommes sommes victimes de notre attirance pour les femmes. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Oui, il faut le dire. Nous leur laissons passer des choses que nous ne tolérerions jamais chez un autre homme, et dans le monde de l'égalitarisme imposé de force, je trouve qu'il n'y a plus aucune bonne raison de se laisser aller à ce penchant masculin de la retenue quand il s'agit d'une femme. Heureusement, la réconciliation entre Huggy et Stella a quand même pris du temps, et on voit bien que ce n'est plus comme avant. Après, il faut souligner qu'en une seule saison, on a 2 personnages qui utilisent leur partie génitale comme une sorte d'arme, ce qui crée, comme qui dirait, une forme de lassitude assez avancée à force de répétition. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, surtout quand la blague est en dessous de la ceinture et qu'elle n'implique pas une élégante préparation narrative pour sa chute. Ensuite, l'homme-poisson et le protecteur sont toujours aussi aléatoires que ce qu'ils sont depuis la saison 2. Durant de courts instants, ils retrouvent un ensemble de neurones fonctionnels, parvenant à se connecter entre eux, puis ils retombent très vite dans un encéphalogramme plat à chaque fois que l'histoire a besoin qu'ils soient plus stupides que des nourrissons, afin de permettre à nos héros de survivre ou d'agir. Du côté de la relation conflictuelle qui oppose Black Noir et l'homme-poisson, la principale faiblesse, c'est qu'on veut les voir mourir, mais la grande force,
c'est aussi qu'on veut les voir mourir, mais avec la brutalité que méritent de subir ces deux cloportes. Or le truc c'est que voir Black Noir se prendre un petit coup de couteau dans la gorge, puis se vider de son sang comme un cochon, c'est très loin d'être à la hauteur de la fatality dans le style Mortal Kombat à laquelle on espérait assister pour l'un ou l'autre de ces personnages. Autre point qui va fâcher le fan club du petit soldat, il a vraiment besoin de voir le protecteur abuser de Stormfront pour comprendre qu'il est irrécupérable. Mais bon, pour aller dans leur sens, au fond, si ça peut sembler incohérent de prime abord, le petit soldat étant lui aussi une raclure, il ne se soucie de la cruauté des autres que quand ça fait du mal aux quelques personnes qu'il aime vraiment. Pour le sujet épineux de Sister Sage, sa grande planification d'une stupidité indescriptible et le titanesque boulet encombrant les pieds de l'histoire, sans doute parce que le wokisme des scénaristes les force à vouloir attribuer toute trace d'intelligence dont ils s'imaginent avoir parsemé leur scénario à un personnage féminin issu d'une minorité. Mais bon, quand on a une intelligence moyenne voire faible, écrire des personnages censés être intelligents a tendance à donner le résultat inverse de celui escompté. Vous devinez donc ce que je peux penser des scénaristes, vu que Sage est aussi finaude qu'un coq en rut qui se contente de réagir à des stimuli plutôt que d'anticiper les événements, ou même ses envies si on réfléchit dans le détail à ce qu'elle fait. Ça aurait été presque plus recevable de nous dire que Sage est atteinte d'une schizophrénie exceptionnellement grave, au point où elle est possédée par des volontés complètement paradoxales, vu qu'elle change constamment d'objectif. Et pour vous le prouver, je vais faire l'inventaire clair de ceci à travers la série, parce que j'ai envie de vous prouver que j'ai raison. Au départ, elle veut remettre le protecteur sur les rails, l'aider à reprendre le contrôle politique et médiatique de Vought. Sauf que dans son génie titanesque, elle sous-estime totalement le narcissisme et la paranoïa du protecteur. Échec. Ensuite, elle veut devenir RH en voulant restructurer l'équipe des 7, éliminer les éléments inutiles et créer une sorte de version optimisée. Sauf qu'elle ne comprend pas du tout les dynamiques internes, les égos. Échec. Ensuite, il lui prend de pousser le protecteur vers une stratégie politique de plus grande échelle, plus subtile, presque machiavélique. Mais comme on pouvait tous s'y attendre, le protecteur n'écoute rien parce que le plus puissant des super, qui a un complexe de dieu et qui n'écoute que ses petits caprices, il me semble que c'est pas le meilleur candidat pour le transformer en homme de paille. Échec. Par la suite, comme elle n'a pas beaucoup d'imagination, elle fait à peu près pareil, mais avec une variation plus populaire, en orchestrant des émeutes et un soutien de la population envers le protecteur, sans qu'on sache précisément où elle veut en venir. Sauf que Vought ne l'a pas attendu pour faire mieux qu'elle. Échec. Puis il lui prend de se rebeller, mais mollement, contre le protecteur, ou au moins de prendre ses distances. Mais ça sort comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et en plus, elle finit par revenir vers lui comme si de rien n'était. Échec. On entend parfois Sage insinuer qu'elle recherche une forme de reconnaissance personnelle, en disant plus ou moins vouloir être vue, comprise, utilisée à sa juste valeur, ce qui est complètement contradictoire avec son attitude cynique et détachée, ainsi que son objectif final de la 5e saison. Résultat, elle saute du coq à l'âne, un coup elle veut le pouvoir, un coup la paix, et l'autre tuer tout le monde pour lire dans son bunker. Échec total de la cohérence interne. Globalement, elle est aussi constante qu'un adolescent hyperactif, et elle emprunte la direction que le scénario a besoin qu'elle emprunte, sans que les scénaristes se demandent une seule fois si ça contredit tous ses autres objectifs passés et présents. Résultat, la femme, la soi-disant plus intelligente du monde, est une sorte d'hystérique. Bonjour la misogynie Amazon, même moi je n'aurais pas osé. Pour synthétiser, Sage n'a pas d'arc narratif, ni de personnage cohérent, ce n'est qu'un ressort narratif sorti du placard quand ça arrange l'histoire. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, d'autant que je ne vois vraiment pas comment ils peuvent clore l'histoire de façon satisfaisante, vu le peu d'épisodes restants.
C'est sûr qu'ils avaient vraiment besoin de perdre autant de temps d'écran sur des idées à la con, comme le passage de terreur qui fantasme sur le protecteur. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.